Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur la panafricaine pour votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Vous êtes très nombreux sur Facebook à nous avoir demandé la deuxième partie du thème jeunesse et révision constitutionnelle. Eh bien, nous sommes dans ce studio Djibril Ouad d'African Télévision dans ce cadre. 4 invités avec moi, comme d'habitude, bien sûr. D'abord, l'honorable Moussa Tembine, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a accepté notre invitation, mais qui a décliné à la dernière minute, bien sûr, comme vous le voyez avec la chaise vide. Second invité dans ce studio avec moi, Abdraman Diarra, président de la jeunesse URD. Bonsoir, monsieur Diarra. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous faites partie de ceux qui sont contre cette révision constitutionnelle, je rappelle, bien sûr. Tout à fait. Troisième invité, monsieur Mamadou Ndiaye, porte-parole de la plateforme Oui Ansona. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Bonsoir, Djibril. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Vous faites partie de ceux qui disent oui. Oui, tout à fait, oui. À cette révision constitutionnelle. Nous sommes oui, nous sommes le oui. Quatrième et dernier invité pour sa deuxième fois sur ce plateau, Amara Sidibé, porte-parole de la plateforme Non Inter Abana, touche pas à ma constitution. C'est bien cela, monsieur Sidibé? Oui, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, le décor, il est déjà planté. Une fois n'est pas coutume dans cette émission, nous allons partir pour la rubrique dans le ghetto où des jeunes s'expriment sur la question. La révision, le projet de révision constitutionnelle qu'il a élu a été fait en violation de l'article 118 de notre Constitution. Que dit cet article? Cet article est très clair. En résumé, cet article dit que s'il y a une portion de notre territoire qui est en cause, mis en cause, si l'intégrité de notre territoire est en cause, on ne doit pas réviser notre Constitution. Or, aujourd'hui, il se trouve que Kidal n'est pas dans les jurons maliens. Kidal est occupé. Nos soldats ne peuvent pas aller à Kidal. Nous, associations, certaines associations jeunes, avons jugé que en face des discussions et les discussions qui prévalaient sur les réseaux sociaux et également aussi à la télévision entre les frères et sœurs maliens, qu'il fallait se prononcer. Se prononcer parce que nous avions d'abord lu, nous avions compris et nous avons dit oui, dans le seul but d'informer et communiquer avec nos frères qui n'ont pas su et qui n'ont pas pu lire ce projet de révision constitutionnelle. Mon frère, nous n'avons pas aujourd'hui besoin de maîtriser article par article ce projet constitutionnel. Il suffit de faire la lumière sur quelques éléments de ce projet de constitution, de ce projet constitutionnel pour se faire une idée. D'abord, à commencer par la violation de notre constitution de 1992 qui est en cours, et puis surtout la nomination du président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême par le président de la République. Nous constatons immédiatement que ce régime veut concentrer l'ensemble du pouvoir entre les mains du seul président de la République qui est M. le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc en plus, on constate aussi qu'on est en train de créer une monarchie constitutionnelle et c'est là inadmissible. Nous sommes en démocratie. La démocratie consacre la séparation des pouvoirs. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais au moment d'exprimer le suffrage, c'est là que le Malien voudrait s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, le Malien est épris de paix, le Malien est épris de justice, le Malien est épris de solidarité. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation chaotique qui fera que nos dirigeants vont s'entre-déchirer demain et que nous, jeunesse, notre avenir se verrait hypothéqué. Avenir hypothéqué, c'est vous qui le dites. Monsieur Ndiaye, Oui. alors, à travers cette révision constitutionnelle, est-ce qu'il est question de renforcer le pouvoir du président de la République? Je voudrais d'abord saluer toutes les personnes qui nous regardent à travers votre chaîne Africable. Et puis en même temps, saluer aussi mes interlocuteurs qui sont là, qui sont des frères. Et quand vous me posez la question de savoir si cette constitution va faire un renforcement des pouvoirs du président de la République, il faut, c'est-à-dire une interprétation logique de cette constitution. Vous savez, il n'y a qu'un seul écrit qui est là, mais il y a plusieurs interprétations. Donc chacun interprète à sa manière. L'autre jour, sur un plateau, j'ai dit, notre constitution, il y a un verrou constitutionnel
je ne sais pas si vous comprenez, il y a un verrou qui fait en sorte qu'il y a des éléments qui ne peuvent jamais être réformés. Donc, quand on parle de violation de la Constitution, je me dis que notre Constitution de 1992, il faut le dire, est inspirée profondément de celle de la France de 1958. Et notre Constitution de 1992 a été rédigée dans l'euphorie de la démocratie. Donc c'était dans l'optique de la démocratisation du Mali. Mais dans l'exercice de cette démocratie, il y a des insuffisances qui apparaissent. Donc au fur et à mesure, il faut essayer, n'est-ce pas, de corriger ces insuffisances-là. Et le Mali de 1992 et le Mali de 2017, n'est-ce pas, sont différents. Donc à travers ces insuffisances, il est question de renforcer le pouvoir du président de la République. Non, il n'y a aucun point, n'est-ce pas, dans cette constitution qui peut dire que ça va renforcer le pouvoir, n'est-ce pas, du président dans le sens d'aller à l'encontre, n'est-ce pas, de cette constitution. Par exemple, quand vous parlez de renforcement du pouvoir du président, vous verrez que, par exemple, les personnes qui sont passées à la télé tout de suite pour parler de la Cour constitutionnelle, le président nomme le président de la Cour constitutionnelle, mais moi je voudrais que les gens comprennent que peut-être c'est une nouvelle chose pour nous, mais dans pas mal de pays, n'est-ce pas, le président nomme le président de la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Par exemple, vous verrez en France, quand vous voyez Laurent Fabius... Mais la France et le Mali, c'est pas pareil, c'est pas la même idéologie. Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que notre constitution actuelle même est inspirée, n'est-ce pas, de celle de la France. Quand on parle de l'article 118, son origine c'est quoi? Parce que dans une constitution, chaque article a une source. Donc, quand on prend notre constitution de 1992, elle est inspirée de celle de la France. Donc, au fur et à mesure que nous pratiquons cette constitution, nous la mettions en application. Donc, il est impératif que nous nous disions qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et essayer, n'est-ce pas, de répondre aux manquements et de corriger aux insuffisances. Monsieur Diarra, oui, pourquoi vous êtes cette révision constitutionnelle, vous? Merci bien, Djibril. Je profite de l'occasion pour saluer Africable pour l'opportunité que vous nous offrez d'instaurer ces débats afin d'édifier la lanterne de bon nombre de nos concitoyens sur cette question qui divise plus que le peuple malien. Nous disons que nous sommes contre cette révision constitutionnelle, pas parce qu'il n'y a pas de nécessité de réviser la Constitution, mais parce que le contexte ne s'y est pas. Cette révision, la décision même de réviser la Constitution, cette décision même viole la Constitution elle-même. En quoi? On ne se lasserait jamais de le dire. L'article 118 de la Constitution du 25 février 1992, en son alinéa 3, parle clairement, dit qu'on ne peut pas, il ne peut pas y avoir de révision ou de poursuite de révision constitutionnelle tant que l'intégrité territoriale du pays est atteinte. Et ça, c'est une réalité au Mali. Et nous sommes surpris face à cet argument de voir ceux-là, comme le camarade Ndiaye de la plateforme Ansona, dire que selon le droit international, alors que le code pénal malien, en son article 47, règle la question. Moi, je pense que s'il y a une telle divergence dans un pays, au lieu de s'engouffrer dans le droit international, il suffit de voir la législation nationale. Qu'est-ce que l'article 47 du code pénal du Mali dit? Que l'atteinte à l'intégrité territoriale peut être faite par la guerre civile, le pillage public, et voilà, ou tout simplement des mouvements armés. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Mali. L'État ne peut plus exercer son autorité sur plus des 2/3 du territoire. Alors, en cela, nous disons qu'au-delà du débat de fond sur les modifications proposées par le pouvoir pour réviser la Constitution, nous allons d'abord, au niveau de la forme, dire que cette révision est illégale. Elle est illégale et nous rappelons aux autorités que toutes les institutions du pays, les pouvoirs sont institués par la Constitution. Si ces pouvoirs-là même décident de violer cette Constitution, que deviendront ces pouvoirs-là?
que deviendra le pays. Vous-même, M. Diarra, quand vous nous dites que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas effective, qu'est-ce qui en sera pour les élections présidentielles de 2018? Justement, vous savez, j'en profite pour rebondir. Vous allez dire quoi alors? Non, j'en profite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. J'en profite pour rebondir sur un propos de Ndiaye qui disait que la constitution du 25 février 1992 est calquée sur la constitution française de 1958, inspirée de la constitution française de 1958, et que la constitution de 1992 a été élaborée dans une certaine euphorie. Ce sont les termes qu'il a employés. Je veux tout simplement rappeler que la constitution a parlé de référendum, pas d'élection présidentielle dans l'article 118. C'est très clair. Nous interprétons cet article parce que c'est cet article qui rend ce processus de révision constitutionnelle illégal. On ne parle pas d'élection présidentielle. Il y a eu des élections présidentielles au Mali en 2013, mais pourtant il y avait la crise. Comment est-ce qu'on a pu faire les élections en 2013? On peut rapidement revenir là-dessus. C'est parce que quand la crise a éclaté en 2012, il y a eu la communauté internationale au chevet du Mali. Il y a eu les accords de Ouaga. Les accords de Ouaga qui nous ont permis d'organiser les élections présidentielles sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. Parce que les groupes armés ont compris qu'il y avait eu un accord à Ouaga. Et dans cet accord, à la suite de l'élection présidentielle, le président élu devait respecter un certain nombre d'engagements, parmi lesquels, une fois le gouvernement mis en place, 60 jours après, relancer les négociations. Mais tel n'a pas été le cas au Mali. En 2013, quand le président a prêté serment officiellement le 4 septembre, il a mis son gouvernement en place. Il a fallu que le premier ministre Moussa Mara décide d'aller à Kidal, d'aggraver la situation sécuritaire et que le président décide de lancer les négociations. Et près de 6 mois après. Donc ça, c'est les accords qui nous ont amenés à ces élections. Maintenant, les accords d'Alger qui sont en cours, mais ces accords ont demandé beaucoup de choses avant le référendum. Si tous les engagements des accords d'Alger, comme même la bonne tenue de la conférence d'entente nationale, il y a eu un simulacre de conférence d'entente nationale. Selon vous? Pas selon moi, pas selon nous. Quand vous prenez... C'est un commentaire ou c'est une affirmation, M. C'est pas un commentaire. Quand vous prenez l'accord d'Alger, son titre qui parle de la tenue de la conférence d'entente nationale dit que la conférence d'entente nationale doit regrouper toutes les forces vives de la nation, y compris la classe politique dans sa généralité et la société civile, toutes les couches représentatives des populations maliennes. Ensuite, que cette conférence doit aboutir à l'élaboration d'une charte pour l'unité, la paix et la réconciliation. Et regardez la précipitation qui a caractérisé cette affaire. C'est seulement il y a 4 jours qu'on a vu le médiateur de la République présenter le rapport, la charte pour l'unité, la paix et la réconciliation, qui a été élaboré comment? Ce n'est pas pendant la conférence d'entente nationale. La conférence d'entente nationale a été un échec. Ils se sont débrouillés pour mettre un mécanisme en place, pour élaborer ce document qui a été remis au président de la République pendant que le processus référendaire est en cours. Alors que le président et tout le gouvernement, toute la majorité, tous ceux qui défendent ce projet de révision constitutionnelle donnent comme argument l'accord pour réviser la Constitution. Monsieur Sidibé, alors, le référendum a été repoussé. C'est une première victoire pour vous, pour la plateforme Anté-Abana touche pas à ma Constitution? Merci d'abord, M. Djibril. Je profite de votre micro pour saluer l'ensemble de la population malienne, pour remercier l'équipe d'Africab. Nous prenons acte du report. Nous ne voyons pas ça en termes de victoire. Pour nous, ce n'est pas un combat qui est engagé, ce n'est pas une guerre qui est engagée. C'est la nation malienne qui est en jeu. Donc nous prenons acte du report dans la mesure qu'il y a plusieurs raisons pour ce report. Le président de la République est sorti à la télé pour dire qu'il a rencontré les leaders religieux, les leaders traditionnels, et c'est à la suite de ces rencontres-là qu'il a décidé de reporter le référendum. On a vu M. le ministre Tapo sortir à la télé lors d'une conférence de presse, d'un débat à la télé pour dire que non, ce n'est pas les concertations, ce n'est pas les marches, mais c'est parce que l'opposition politique a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle et qu'ils attendent que ces recours-là soient que c'est pourquoi il y a eu report. Donc, à ce niveau, il y a confusion. Nous ne savons pas la cause réelle aujourd'hui, pourquoi le référendum a été reporté. Et pire, nous ne savons pas encore dans quel délai on aura le référendum. Encore, jusqu'à aujourd'hui, le décret qui a convoqué le collège électoral n'a pas été abrogé. C'était au ministre de l'administration territoriale de déposer une demande de report d'annulation auprès du Conseil des ministres, pas au ministre des droits de l'homme, même s'il porte le projet. Parce que c'est le ministre de l'administration territoriale
qui a pris un décret, qui a convoqué le collège électoral par décret pris en Conseil des ministres. Donc, par rapport à toutes ces confusions, donc nous nous disons que nous allons prendre acte du report, mais nous ne voyons pas ça en termes de victoire, parce que nous ne voyons pas ça en termes de combat. Monsieur Ndiaye, Oui. c'est quand le référendum finalement? Comme vous venez de dire, le référendum, c'est-à-dire la date a été repoussée, mais ultérieurement. Donc il y a eu un report à l'issue d'une requête déposée par l'opposition, on va dire. Et donc en ce moment, quand il y a une révision constitutionnelle, qu'un camp trouve nécessaire, n'est-ce pas, de surseoir sur ça, ou bien voit des manquements, ou bien l'inconstitutionnalité de cette révision, cette opposition a le droit, n'est-ce pas, de déposer une requête pour qu'on puisse analyser, n'est-ce pas, vérifier la constitutionnalité, la conformité de cette révision constitutionnelle. Donc, après avoir écouté mon frère Abdraman Diarra, il a beaucoup parlé de l'intégrité territoriale, il a beaucoup parlé de l'article 118. Et ma première intervention, c'est que j'ai dit derrière chaque article, il y a une histoire, il y a une source. L'article 118 de notre Constitution qui dit qu'aucune procédure ne peut être engagée quand il est porté atteinte à l'intégrité territoriale. Mais moi, je voudrais qu'il se rappelle qu'en 2011, août 2011, l'Assemblée nationale avait adopté, n'est-ce pas, un projet de révision constitutionnelle, 141 voix. Et en ce moment, Aguel Og et Tessalit étaient tombés. Mais on n'a pas parlé de l'intégrité territoriale. Tombé, c'est-à-dire? Non, mais en ce moment, il était occupé. Moi, je ne vous ai pas interrompu quand vous parlez. Mais en ce temps, personne n'est sorti pour dire que non, on ne peut pas procéder à une révision parce que Tessalit est occupé, Aguel Og est occupé. En ce moment, ils ont parlé de cette révision et puis les députés de cette période-là ont adopté, n'est-ce pas, ce projet de référendum de révision constitutionnelle. Mais ce que je voudrais dire à Abdraman, l'article 118, n'est-ce pas, pourquoi la France, d'abord, n'est-ce pas, a mis dans sa constitution. Quand vous regardez, en 1940, Paris a été occupé par les Allemands. De juillet 40 jusqu'à 1944. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, effectivement, Paris. Et puis Paris cesse d'être la capitale du pays et devient le siège du commandement militaire allemand en France. Imagine que votre pays est envahi. Et les envahisseurs, n'est-ce pas, ont la possibilité, n'est-ce pas, de changer votre constitution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Et puis, il y a un accord de paix qui a été signé. On parle des partis, la CEMA, tout. Mais quand on regarde au chapitre 1er, n'est-ce pas, chapitre 1, article 3 de l'accord pour la paix et la réconciliation, article 1 plutôt, de l'accord pour la paix et la réconciliation, on dit les partis réitèrent leur attachement, respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que de sa forme et de son caractère laïque. Je pense que dans un accord, n'est-ce pas, au chapitre 1er, article 1er, on fait sortir l'intégrité territoriale. Toutes les parties sont d'accord pour respecter l'intégrité territoriale du Mali. Et il faut savoir que cette révision constitutionnelle est une suite logique. Aujourd'hui, le Mali n'est pas envahi par une force étrangère. Quand il me dit que bon, on a défini ça par le droit international, il y a le code pénal qui explique cela. Mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le Mali, n'est-ce pas, n'est pas atteint, n'est-ce pas, dans son intégrité territoriale. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses être atteint dans ton intégrité dans l'intégrité territoriale, il faut une force étrangère. C'est comme l'autre jour quand j'ai dit à quelqu'un, pour qu'on puisse dire que vous êtes atteint, quelqu'un a atteint ou bien à votre intégrité physique, il faut une force extérieure. On ne peut pas atteindre à notre intégrité physique. C'est une partie du Mali, n'est-ce pas, qui s'est levée effectivement pour essayer de faire ces choses-là. Donc l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, c'est un accord intermalien. C'est entre le peuple du Mali. Et puis vous allez voir que, quand je dis c'est une suite logique, chapitre 1, article 3,
c'est écrit ici, les institutions de l'État malien prendront les dispositions requises pour l'adoption des mesures réglementaires, législatives, voire constitutionnelles. Est-ce que vous comprenez? Nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Donc, pour qu'on puisse aller à la paix, à l'unité, c'est-à-dire pour que le Mali puisse recouvrer. Oui, vas-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour vous, cette révision constitutionnelle va permettre de résorber les problèmes du Mali? Évidemment. En quoi? Rapidement, explication très claire. Très clair. Quand vous regardez, par exemple, la création du Sénat, n'est-ce pas? Et il y a certains articles, certaines dispositions, n'est-ce pas, dans l'accord. Ces dispositions ne peuvent pas être appliquées sans une révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que même quand un pays doit ratifier un traité, il faut une conformité entre comment dirais-je, la Constitution et le document, le traité, l'accord. Donc maintenant, pour que l'accord puisse rentrer dans sa pleine exécution, pour que l'accord puisse être, c'est-à-dire adopté et appliqué dans sa pleine forme, il faut une révision constitutionnelle. Donc aujourd'hui, moi je comprends, je vois qu'il y a une nécessité, c'est vraiment impératif qu'on aille à cette révision-là pour que le Mali puisse retrouver, n'est-ce pas, la paix, la sérénité. Et puis vous allez voir qu'en 2013, ils ont demandé une élection couplée avec les élections présidentielles. Justement, pourquoi ne pas le faire maintenant, M. Ndiaye? Quoi? Un référendum couplé, c'est-à-dire couplé aux élections présidentielles de 2018. Référendum et élections présidentielles. Pourquoi pas? Mais en réalité, vous savez que quand on fait des choses, c'est par procédure. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc vous voulez qu'on parte étape par étape? Oui, étape par étape. Mais les personnes qui scandent aujourd'hui le non, ce sont ces mêmes personnes qui scandent le oui. Quand je parle de projet de révision constitutionnelle... Attendez. Projet de révision constitutionnelle. Attendez. Quand vous dites ceux qui prônent le oui, ce sont ces mêmes qui disent... Non, pas le oui. Je dis le non. D'accord. Ceux qui disent non, ce sont ces mêmes personnes qui disent oui. Oui. Non. Monsieur Diarra? Non, j'ai dit attendez, monsieur Ndiaye, s'il vous plaît. Ceux qui disaient... Attendez, oui, allez-y. Monsieur Diarra, vous avez la parole. Voilà, merci Djibrila. Alors, avant de revenir à cet aspect, je pense que je vais faire un rappel quand même à monsieur Ndiaye, très rapidement, parce que c'est bon de lire, c'est bien de lire les textes internationaux, mais il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Dans votre propos précédent, vous avez pas justifié la nomination du président de la Cour constitutionnelle par le président, par le fait que dans d'autres pays, il y a les mêmes pratiques. Vous avez cité en l'occurrence la France. Oui, je vous dis que le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle n'ont pas les mêmes fonctions, ne jouent pas les mêmes rôles. C'est pourquoi en France, vous pouvez dire que le président nomme le président de la République, nomme le président du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la même chose au Mali. Voilà, donc ça c'est bon à connaître. Maintenant, dans l'accord, moi je vous ai écouté, mais parlons de l'accord lui-même. L'accord d'Alger, au moment de son élaboration, durant son élaboration, nous avons parlé, l'opposition politique a parlé, beaucoup d'organisations de la société civile ont parlé. Mais les gens oublient quelque chose. Ils disent que voyez, nous n'avons pas rejeté. On ne pouvait pas rejeter. On n'était pas partie signataire. Ah oui, on n'était pas partie signataire. Les parties signataires, c'était l'État du Mali, c'était les groupes armés, c'était la communauté internationale. C'est pourquoi en son temps, nous avons dit que nous prenons acte de la signature de cet accord, mais nous rappelons que l'accord porte les germes de la partition du pays et que l'accord jure avec la Constitution. Monsieur Diarra, on se dit quand même que si vous n'avez rien pu faire et dire lors de la signature de l'accord, ce n'est pas le moment de remuer cela. Non, on n'a pas remué cela. En fait, c'est pour dire qu'il cesse de nous ramener vers l'accord parce qu'au moment de signer l'accord, le problème que nous vivons aujourd'hui, nous avons, s'il vous plaît, nous avons souligné, nous avons souligné le problème en son temps. Le problème est revenu, maintenant, on le rappelle cela, c'est juste un rappel, c'est pas pour amener le débat sur les accords. Au-delà de ça, quand Ndiaye, pour expliquer, parce que vous lui avez posé une question très claire, qu'il explique aux téléspectateurs en quoi la révision de cette constitution permet de résorber les problèmes des jeunes Maliens aujourd'hui. La réponse que j'ai entendue, attendez s'il vous plaît, la réponse que j'ai entendue, vous avez dit que les partisans du non d'aujourd'hui ont voté avec 141 voix à l'Assemblée en 2011, en août 2011, un projet de révision constitutionnelle pendant que Aguelok
et Thessalite étaient tombés. J'utilise vos termes. Mais vous savez que nous parlons de la tête à l'intégrité territoriale. Je vous ai écouté, je vous ai dit d'éviter de nous amener sur le terrain du droit international. Vous êtes revenu nous dire qu'il faudrait qu'il y ait une invasion des forces étrangères. Ça, c'est pour parler de la tête. Oui, mais ce n'est pas ce qui est dans le code pénal malien. Je vous ramène dans le code pénal. Non, je le ramène dans le code pénal malien. Vous avez déjà évoqué ça. J'ai déjà évoqué cela. Je reviens sur ça parce que vous cramponnez toujours sur le droit international et l'invasion des forces étrangères. Arrêtez ça. C'est très clair. Ce processus référendaire est illégitime, est illégal, est inopportun. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on n'est pas allé chercher loin. La Constitution elle-même, qui institue les pouvoirs au Mali, a été violée en initiant ce processus. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que les téléspectateurs doivent comprendre. Maintenant, en réponse à cette question, je suis désolé, mais je vous ai vu vous pavaner dans vos documents, nous sortir l'histoire de 1958 en France. Vraiment, on n'en est pas là. Là où nous sommes aujourd'hui, le régime a proposé une révision constitutionnelle. Et ce n'est pas l'opposition seulement qui a dit non. C'est l'opposition, certes, qui est présente au sein du Parlement, dans l'Assemblée nationale. L'opposition a clairement voté non. Les 35 députés des deux groupes parlementaires ont voté non. Maintenant, en plus de ça, le peuple malien, dans sa globalité, dans son écrasante majorité, comme le mouvement Trop c'est trop, d'autres organisations de la société civile, avec l'opposition politique, se sont donné la main pour dire à nos autorités, au président de la République, de retirer ce projet de révision constitutionnelle. Parce que ce projet viole la Constitution en son article 118. Maintenant, au-delà de ça, vous avez sorti la création du Sénat comme étant un avantage de la révision de la Constitution. En quoi, selon vous, ce n'est pas un avantage? Ce n'est pas un avantage parce que nous pensons déjà que ça va amener une institution encore budgétivore. Vous pensez? Ils nous diront, je vous en prie, monsieur. D'accord, allez-y. Je vous en prie. Voilà, ils nous diront que le Sénat va remplacer le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et à ce sujet, je rappelle que le Haut Conseil des collectivités territoriales est à un peu plus de 80 membres. Je pense bien 87. Non, 68 membres. Le Sénat sera à 150 membres. Et les traitements ne seront pas les mêmes. Donc déjà, c'est pour vraiment créer une poche de dépenses complémentaires pour une économie déjà orpheline de la malgouvernance depuis le 4 septembre 2013. Au-delà de ça, il a encore parlé du Sénat. C'est vrai. Il dit que nous avons voté le projet de révision constitutionnelle de 2011. Pourtant, il y avait le Sénat dedans. Mais il y avait quel format? Le format de 2011, tous les sénateurs devaient être élus. Et le contexte de 2011 n'est pas la même chose que le contexte d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? On dit non, tout le monde ne sera pas élu. Le président de la République lui-même, lors d'une de ses sorties à la télé il y a 3-4 jours, j'ai entendu, il disait qu'ils ont créé le Sénat pour permettre aux sages de s'y retrouver. Mais nous, au niveau de l'opposition, dans nos amendements, qu'est-ce qu'on a proposé? On dit de faire extrêmement attention. Vous ne pouvez pas dire que vous allez mettre un Sénat en place, que tous les sénateurs seront appelés sénateurs, ils auront les mêmes titres, ils auront les mêmes avantages, et ils ne viendront pas de la même façon. On dit qu'il faut faire extrêmement attention. On a proposé de faire un collège spécial pour amener ces sages-là. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le projet, dans sa forme actuelle de révision constitutionnelle, ne donne pas de précision sur comment le président de la République va nommer le tiers. D'accord, ils disent que dans le tiers, là, ils vont nommer des membres du Haut Conseil islamique. Ils vont nommer les membres de l'association des leaders religieux. Ils vont nommer les membres du Recotrad. Bref, mais le président peut, lui, s'asseoir et désigner des gens dans ces organisations, sans que ces gens n'aient la légitimité de représenter leur organisation dans le nouveau Sénat. C'est pourquoi l'opposition a proposé de mettre un collège spécial. Si le président veut nommer, qu'il dise au Haut Conseil que vous avez une place dans le nouveau Sénat. Et systématiquement, le Haut Conseil en son sein désignera son représentant. Au niveau de l'association des leaders religieux et spirituels, ils vont faire la même chose. Là, on parlera d'une démocratie. Nous n'allons pas quand même vers une monarchie. Vous allez dire que la Constitution de 92 est vieille. Mais elle est vieille. Quelle limite elle a montré pour renforcer les pouvoirs d'un président au point à ce que nous pensons que nous sommes en train d'instaurer une monarchie au Mali? D'accord. Monsieur Sidibé, alors c'est une question d'homme ou c'est une question de politique? Pas du tout, c'est une question du Mali. Ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de politique. C'est une question nationale. C'est une question nationale. Je vais revenir sur un certain nombre de points. Je suis désolé d'entendre chaque fois dans la bouche de mon frère Ndiaye, la France, la France, la France. Parce que il s'agit de la constitution du Mali dont on parle.
et ça doit refléter les réalités maliennes. Si ceux qui ont élaboré la Constitution en 92 ont pris exemple sur la Constitution française, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit faire la même chose textuellement. Non, on doit évoluer. L'évolution aujourd'hui, les erreurs commises en 92, on ne va pas les répéter aujourd'hui, en 2017. On doit faire en sorte que la Constitution reflète les réalités du Mali de 2017. Par de la France, ça c'est un premier point. Un deuxième point, il dit que les pouvoirs du président de la République ne sera pas renforcés. Dans l'ancienne Constitution, le président de la République ne nomme pas le président de la Cour constitutionnelle. Il va le faire. Ça c'est un pouvoir qu'on lui accorde. Il va nommer le tiers des sénateurs. Il ne le faisait pas avant. Ça c'est un autre pouvoir qu'on lui accorde. L'article 143, qui va lui donner l'autorisation avec le Congrès de faire une révision constitutionnelle sans passer par le référendum. Le président n'avait pas ce pouvoir. Rien que ces trois choses-là, les pouvoirs du président de la République ont été bel et bien renforcés. Parlons de la révision de 2011. Je ne reviens pas là-dessus, parce que Diarra l'a déjà parlé. L'architecture n'est pas la même chose. Les sénateurs n'étaient pas nommés, ils étaient élus. Je vais vous dire une chose, la nomination des sénateurs par le président de la République viole déjà l'article 6 de l'accord. Qui dit quoi? Il dit au niveau national, je vais lire tous les paragraphes. Allez-y. Et réactiver et diligenter le processus de mise en place de la deuxième chambre du Parlement sous la dénomination Sénat, de Conseil de la Nation ou de toute autre appellation valorisant de sa nature et de son rôle. Maintenant, il va loin. Il dit, à court terme, c'est là où la nomination viole l'accord. Il dit, à court terme, prendre des mesures dans le sens de l'ouverture du Haut Conseil des collectivités, notamment aux représentants des notabilités territoriales, aux femmes et aux jeunes. Maintenant, pourquoi enlever ça des collectivités et les mettre dans les Sénats? L'accord ne lui dit pas qu'il faut nommer les sénateurs. L'accord dit qu'il faut nommer les notabilités là, qu'il faut les mettre au niveau du Conseil, mais pas au niveau du Sénat. Donc, vu ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas le budget pour créer un Sénat, ils en ont profité, au lieu de renforcer le Conseil des collectivités, ils veulent en profiter pour mettre ça dans les Sénats. C'est objectif. Monsieur Ndiaye, est-ce que... Je vais juste terminer. D'accord. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Je pense que je vais juste terminer par rapport à l'accord. Revenons sur l'accord, parce que c'est un faux débat de dire que le projet là va amener la paix au Mali. C'est un faux débat parce que l'accord, nullement, si le projet là passe, ne va amener la paix. Pourquoi? L'accord disait quoi? Ça va amener quoi alors, selon vous? Pour nous, ça va amener que la séparation, pas la paix. Je m'explique. Hein. L'accord disait quoi? L'accord disait que 3 mois après la signature de l'accord, qu'il fallait cantonner les combattants. On nous a fait savoir qu'une fois l'accord signé, on aura la paix. Est-ce que les combattants sont cantonnés aujourd'hui? Non. Après 6 mois, on devait aller au désarmement. Est-ce que les combattants sont désarmés aujourd'hui? Non. On devait aller au désarmement, à la réinsertion. Est-ce qu'ils sont réinsérés aujourd'hui? Non. 6 mois à 18 mois, on devait redéployer la nouvelle armée constituée sur l'étendue du territoire national. Est-ce que cela est fait aujourd'hui? Non. Donc, toutes ces choses-là devraient être faites avant de passer à la révision constitutionnelle. Mais malheureusement, comme le pouvoir n'a pas de poids, n'a pas le poids de s'imposer face aux groupes armés, donc il se plie à chaque fois à la volonté des groupes armés. Parce qu'à chaque fois qu'on veut aller à quelque chose, quand les groupes armés disent non, le pouvoir recule. Donc nous voulons que le pouvoir reste fort et nous travaillons pour renforcer cela. Monsieur Ndiaye, ok. Rapidement. Et rapidement, avant je vais rebondir sur ce que mon frère Abdraman a dit. Oui, effectivement. Quand il dit le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle sont différents. Moi, je voudrais que je vais lire quelques passages ici. Le Conseil constitutionnel en France, il est d'abord, avant tout, chargé d'assurer le respect de la Constitution, qui est la norme suprême en droit français. Il effectue pour cela un contrôle de la constitutionnalité. Tu comprends? Au-delà de ça, le Conseil constitutionnel... Il faut donner votre avis. Nous, on effectivement, moi je dis, quand vous dites que c'est des choses qui sont différentes, il faut dire que non, elles ne sont pas différentes. Parce que vous venez de dire que c'est des... Ces institutions ne sont pas... Non. Mais moi je dis ici quelque chose. Monsieur Ndiaye, avant qu'on aille loin... Non, Monsieur Diarra, s'il vous plaît. Monsieur Diarra, attendez s'il vous plaît. Monsieur Ndiaye, une simple question. Avant qu'on parte pour la rubrique témoignage, est-ce que vous pouvez nous donner 5
avantages de cette révision constitutionnelle? Tout de suite, clairement. Je vais vous parler. Quand on a parlé du Sénat, vous voyez le Sénat, sa mission c'est quoi? C'est pour renforcer la représentation des collectivités locales. Dans un pays, il y a ce qu'on appelle la démocratie. Sénat, le premier avantage. Oui, il y a la démocratie locale et la démocratie nationale. La démocratie locale maintenant, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales qui joue ce rôle. Mais moi je dis, si notre constitution de 1992 était bonne, pourquoi les événements de 2012? Parce qu'avant tout, une constitution, c'est une protection et une prévention. Il faut le dire. Au-delà de ça, le Haut Conseil des collectivités territoriales, la chose, elle est là. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Analyser les politiques de développement et puis après, elle soumet ça au gouvernement. Mais le Sénat a un pouvoir de décision. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand le Sénat sera créé, en même temps avec l'Assemblée, vous allez voir parfois, il arrive qu'on ne se mette pas d'accord sur les choses. Même sur l'élaboration de cette constitution, s'il y avait le Sénat, l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, va, comment dirais-je, adopter. Après, il y aura une navette parlementaire au niveau du Sénat. Le Sénat va faire des amendements. Cela c'est pour un renforcement de la démocratie. Quand on parle de la nomination des sénateurs, moi, il me dit de ne pas me référer sur d'autres pays, mais on se réfère sur les autres pays parce qu'ils ont commencé la démocratie avant nous. Voilà, effectivement. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que peut-être c'est une nouvelle chose pour les Maliens. Il y a 4 jours de cela, au Canada seulement, Justin Trudeau a nommé 18 sénateurs. À Madagascar, il y a 3 jours cela. Le Canada n'est pas le Mali. Non, moi je parle. Écoutez-moi, je ne parle pas de M. Diarra, s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi parler. C'est pour vous dire que ça ne renforce pas le pouvoir. C'est pas que c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été créé. Non, c'est des choses qui se font dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Le Mali est dans le monde, il faut le savoir. Le Mali aussi a la démocratie. Donc on se réfère aux pays qui ont eu à exercer la démocratie avant nous. Au-delà de ça, quand on parle de la Cour des comptes, il y a une disposition de l'IOMOA qui stipule depuis 2005, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, qui dans tous les pays, n'est-ce pas, de l'IOMOA, qu'on puisse créer la Cour des comptes. Le Mali ne l'a pas fait. Pour qu'on puisse créer cette cour-là, il faut qu'on parte à la révision constitutionnelle. Au-delà de ça, le Sénat va remplacer le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a mission de représenter, n'est-ce pas, les Maliens de l'extérieur. Le Sénat aussi, comment dire, quand le Sénat sera créé en ce moment. Le Haut Conseil de collectivité territoriale. Non, attends, ça t'as pas compris. Non, j'ai pas dit qu'ils vont représenter le Malien de l'extérieur. Non, monsieur Diarra, s'il vous plaît, attendez. Allez-y, monsieur Diaye. Il y a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, non? Voilà, je parle dans ça. Si tu m'écoutes, tu comprends. Allez-y, monsieur Diaye. Ne personnifiez pas, s'il vous plaît. Exactement. Donc, dans la révision constitutionnelle, il est stipulé que, n'est-ce pas, les Maliens de l'extérieur auront la possibilité de choisir les députés, leurs députés. Parce que vous allez voir que la diaspora malienne, son soutien, n'est-ce pas, au pays est plus grand que l'aide au développement. Ils ont leur mot à dire, les avis. Et puis, quand on quitte ce point-là, il y a ce qu'on appelle la défection des éléments politiques, des gens qui quittent un camp pour aller dans un autre camp. Il faut mutation politique. Oui, le nomadisme politique. Voilà, il faut mettre fin à cela. Pourquoi? Parce que c'est un frein à la démocratie. Ça amène les calculs. Ça fait que on ne met plus le pays, c'est-à-dire au devant, c'est la personne. On essaie de... Aujourd'hui, quand vous êtes élu sous une couleur, on vous a fait confiance, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, de continuer votre mandat jusqu'à l'expiration. D'accord, monsieur Ndiaye, on vous a compris. Direction, nous sommes partis à la rencontre de Hadi Nyangadou, il est député. Il nous donne ici sa thèse, c'est dans la rubrique témoignage. Je suis député à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons voté un projet de révision constitutionnelle. Nous pensons que ce que nous avons voté a été bien réfléchi et bien élaboré et voté avec conviction. Et je pense que le oui, c'est pour la tranquillité et c'est pour la paix au Mali. Ceux qui prennent le non, ils sont dans leur rôle et ils ont leurs droits. Mais ils doivent aussi voir le projet et lire le projet et comprendre le projet. Le projet, il n'y a aucun article qui renforce le pouvoir du président de la République, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le Premier ministre.
Le projet, elle est faite pour le Mali et pour les Maliens. Nous sommes les représentants des Maliens et en majorité, et si nous parlons de la majorité, c'est les représentants du peuple. Un projet fait pour les Maliens. Monsieur Diarra, Oui. alors, est-ce que vous pensez qu'ils auront le temps d'informer l'opinion nationale, toutes les couches? Je pense que l'opinion nationale est suffisamment informée. Mais peut-être il faut plutôt dire, est-ce que la tentative de manipulation de l'opinion nationale en cours par le pouvoir va réussir? Moi, je vais Expliquez cette tentative de manipulation. La tentative de manipulation, elle est très simple. Nous, au niveau de la plateforme Ante en banane ne touche pas à ma constitution. Nous avons tenu notre première rencontre le 8 juin. Pourquoi? Parce que c'était le lendemain, les quelques jours qui ont suivi en fait le vote du projet de loi par l'Assemblée nationale. Donc nous avons dit, en tant que démocrates, ce que nous avons vu dans cette constitution, et en tenant eu égard à l'article 118 de la constitution du 25 février 92, on ne peut pas laisser faire ça. Donc on est sorti. On est sorti, pas d'argent, pas autre chose. Échanger avec les Maliens, leur dire que notre avenir, c'est notre constitution. Si nous laissons le pouvoir manipuler, tripatouiller cette constitution de cette façon, il n'y aura plus d'avenir au Mali. Donc on est sorti le 17 juin, vous avez vu des centaines de milliers, d'autres ont parlé de 300 000, d'autres ont parlé de 500 000. Les Maliens sont sortis. Ce n'est pas une affaire qui oppose quelques personnes à l'État. C'est une affaire qui oppose la majorité des Maliens au président de la République et de sa majorité. Et en retour, qu'est-ce que la majorité a tenté de faire? L'organisation d'Indjaï, en son nom, avant-hier, ils ont fait un simulacre de meeting au Palais des Sports de Bamako à l'ACI 2000. Mais nous avons vu, moi-même personnellement, j'ai été témoin en ville, nous avons vu comment ils ont mobilisé les gens. Ils sont allés voir des gens devant le carrefour des jeunes pour leur dire que le ministre Amadou Koïta, grâce à qui, après les opérations de déguerpissement du gouverneur Amikan, vous avez eu accès aux locaux du carrefour des jeunes, souhaite vous parler et qui vous demande de le rejoindre. Ils ont mis en avant le ministre de la Jeunesse, Amadou Koïta. Oui, ils ont dit ça. Je suis descendu de ma voiture, je me suis confondu dans la masse. Ils ont dit ça et ils ont dit aux gens, aux commerçants, aux jeunes commerçants, venez, on va même vous mettre de l'essence dans vos motos, comme ça on va aller écouter. Comme ça, ils sont allés au Palais des Sports. Nous avons vu sur les réseaux sociaux les témoignages des jeunes mécontents qui sont sortis de la salle pour dire, qu'on leur a appelé pour dire, venez, on va parler de la paix au Mali et tout. Quand ils ont appris que c'était le oui, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça veut dire la tentative de manipulation de l'opinion. D'accord. Si l'opinion réagit comme ça veut dire que l'opinion est suffisamment informée sur les dangers liés à l'adoption vraiment de ce projet de loi. Rapidement, monsieur Ndiaye, ça coûte quand même... Je voudrais quand même terminer. Je demande votre indulgence, Jibril. Je voudrais quand même terminer sur quelque chose. Ok, terminez rapidement. Je voudrais tout simplement dire à nos autorités qu'il n'est pas bon qu'il y ait un bras de fer entre vraiment les gouvernants et le peuple. Les gouvernants sont là pour le peuple. C'est l'une des définitions basiques de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais nous avons vu le président de la République dire que nulle pression, nul chantage. Mais comment on peut s'adresser à son peuple comme ça? Moi, je leur rappelle que le contexte ne doit pas avoir de prétexte sur les textes. Si nous sommes dans un État-nation, nous sommes dans un pays démocratique, républicain, nous sommes dans une démocratie, nous devons respecter la Constitution qui est la loi fondamentale qui institue tous les pouvoirs du pays. Je reviens là-dessus. En violant la Constitution, les autorités se fragilisent elles-mêmes. En violant l'article 118 de la Constitution, toutes les institutions du pays seront fragilisées. Monsieur Diarra, le temps qui nous est imparti arrive presque à son terme. Monsieur Ndiaye, dernier tour de table s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, quel conseil, quel appel vous avez pour la jeunesse malienne? Je vois que mon confrère n'est pas démocratique. Vos conseils, s'il vous plaît, pour la jeunesse malienne. Non, attendez, je voudrais ajouter quelque chose. Ils savent qu'ils sont en violation flagrante de l'article 2 de la Constitution malienne, qui dit que tous les Maliens naissent et demeurent égaux. Non. Si vous ne rentrez pas dans ces considérations, parce que s'il vous plaît, déjà lui il a parlé, il faut que je parle. Vos conseils, voilà, donc voilà, vous voyez, je ne pourrais pas dire. Le temps qui nous est imparti, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le principe du débat. Ce que moi je voudrais dire, tout simplement que il n'y a pas de oui sans non, il n'y a pas de non sans oui. La consultation, elle était faite pour que les gens puissent se prononcer. Il y a la majorité silencieuse qui est là. Il y a les Maliens qui sont à l'intérieur. Donc, je pense que ce temps nous permet de changer, de dialoguer et de mettre au plus haut niveau le Mali. Et je voudrais dire par là que, au plus profond de moi, c'est Dieu seul qui sait ce qui est bien pour le Mali. Si c'est le oui qu'il l'emporte, si c'est le non, que Dieu fasse que, en réalité,
ce qui est bien pour le Mali, que ça soit comme ça. Sinon, en réalité, nous allons toujours être divergents, nous avons des interprétations différentes. Allah ka barka do Mali là. Merci M. Ndiaye. M. Sidibé, rapidement, vos conseils s'il vous plaît pour la jeunesse malienne, la jeunesse surtout. Moi, je commence d'abord par conseiller les pouvoirs. Il est inadmissible qu'un ministre de la République sorte à la télé pour traiter des Maliens d'apartheid. Quel ministre? Un ministre Tapo. Quand il dit que ceux qui ont marché ne sont pas des républicains, ne sont pas des patriotes, on passe rapidement, on s'il vous plaît. On passe rapidement vos conseils. Il faut qu'ils arrêtent ces choses-là, parce que nous sommes dans un pays démocratique et républicain, et nous sommes des républicains. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je conseille à mes frères du camp du 8 de faire attention, parce que des choses se sont passées avant-hier qui n'honorent pas les Mali. J'ai vu mes frères d'armes, mes frères qui sont dans l'armée, des jeunes recrues, habillés en civil, portés par des camions militaires et transportés dans le lieu des meetings. C'est inadmissible dans un État. Ma tante, la présence des femmes de la base, du génie militaire, la femme du colonel Faourou, Awa, a appelé les femmes de la base, les donner 2000 francs pour dire que la première dame, j'ai dit, c'est pourquoi je donne des noms, pour dire que la première dame veut les rencontrer, la première dame veut les rencontrer au Palais des Sports. C'est des choses qui sont inacceptables. On ne peut pas accepter ces choses-là dans notre pays. Donc pour terminer, j'ai dit encore une fois à la jeunesse malienne, dans son entièreté, de rester mobilisée. Parce que c'est le Mali qui est en jeu. Ce n'est pas la personne d'Ibeka, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas le camp du oui, ce n'est pas le camp du non, mais c'est le Mali qui est en danger. Donc si nous nous mobilisons pour sauver ces pays, nous ne voulons pas qu'il y ait vote à l'état actuel. Parce que le président de la République a dit qu'aucune fanfaronnade ne va l'envoyer à Kidal. Ça veut dire qu'il est conscient que la sécurité ne lui permettra pas d'aller à Kidal. Donc je vous remercie. Monsieur Diarra, rapidement s'il vous plaît, Monsieur Diarra, rapidement. Vous savez, le sujet, il est tellement d'actualité, on a tellement de choses à dire. Beaucoup. Mais vraiment, en si peu de temps, c'est très difficile. Ce n'est pas du tout facile. Mais je voudrais quand même dire que le contexte, en parlant de contexte, que le Mali ne s'arrête pas à Bamako et que les 2/3 du pays qui sont aujourd'hui, qui échappent au contrôle de l'État, occasionnent des pertes en vie humaine. Il y a des centaines de Maliens qui sont tombés au nord du Mali et au centre, de janvier à maintenant, ne l'oublions pas. C'est pour cette raison que nous disons qu'on ne voit pas l'urgence de la révision de la Constitution. Il y a d'autres priorités. Maintenant, nous avons parlé aussi du renforcement du pouvoir du président. Juste un aspect que Ndiaye n'a pas évoqué, c'est qu'aujourd'hui, on nous dira qu'on n'a pas touché au nombre de mandats du président ou à la durée de mandat du président. Ça n'est fini. Ça n'est fini, M. Diarra. Je suis désolé. Merci à toute l'équipe d'Africa Télévision pour la réalisation de ce numéro. Vous pouvez également nous faire vos propositions de thèmes sur notre page officielle sur Facebook, Agoraji Africa Télévision, ou encore sur Twitter avec le hashtag Agoraji. Bon week-end. Au prochain numéro.